Aujourd'hui, on accueille Bleu, qui s'est définie comme une personne genderqueer, non-binaire et bisexuelle. Artiste multidisciplinaire, Bleu navigue entre la poésie, la musique et le cinéma. Et elle a récemment réalisé son premier documentaire, The Body Transmutationem, une œuvre qui illustre son désir de rendre compte de la beauté de la diversité des expériences humaines. Et elle y aborde des questions complexes sur les enjeux queer, les sexualités, le genre et la libération. En plus de son travail artistique, Bleu fait partie de l'équipe de direction du festival Regard et est également connue sous le nom de DJ Monique. Dans l'épisode, on discute de ses projets artistiques, mais aussi de son parcours personnel en tant que personne queer. Bon matin, ça va bien? Ça va, je suis dans le noir, j'adore. On est dans la pénombre ce matin, C'est ça. dans la confidence. C'est comme ça que ça se passe. Merci d'être là, d'être venu à Dolbeau pour nous parler. J'avais envie qu'on commence droit au but, Bleu. Est-ce que tu es correct avec ça? Ouais. OK. Dans le fond, toi, tu t'identifies comme personne genderqueer, non-binaire et bisexuelle. Ouais. Comment ces identités, ils ont évolué dans ton parcours? Comment tu pourrais définir tout ça pour les gens qui nous écoutent? Je pense que mon parcours, il commence très jeune, là, du fait que j'étais un enfant qui s'identifiait pas vraiment à être une petite fille, là. J'étais comme un peu libre dans mon identité. Puis je pense que j'ai eu aussi la chance d'avoir des parents qui étaient comme très ouverts à explorer le genre il y a 25 ans. J'ai 30 ans, mais je dis ça parce que je suis pas née, mettons. Puis j'étais comme... c'est pas à la naissance que c'est arrivé. Okay. Mais c'est ça. Puis, tu sais, je me souviens, quand j'avais comme 5 ans, là, j'avais demandé à ma mère qu'elle me rase les cheveux. Puis là, c'était comme un peu déstabilisant pour un parent. Quand même. Puis finalement, je m'étais rasé les cheveux. Puis, toi-même? Ben non, là, mais ma mère m'avait rasé les cheveux. Oh. Puis ça a été un long parcours de rasage de cheveux à partir de là. Je me suis souvent rasé les cheveux. Okay. Je pense que ça a comme beaucoup aussi alimenté mon identité, là, étrangement. Mais puis c'est ça. Puis à ce moment-là, je pense que j'étais comme très bien dans l'espèce de fluidité. Il y avait des gens qui étaient comme « Ah, il est beau, votre petit gars. » Puis ma mère était comme « Ah, ben... » Puis moi, ça me dérangeait pas vraiment. OK. Puis... au secondaire, je suis devenue l'espèce de lesbienne de service. Là, ah ouais? Ouais. Service. Ouais, tu sais, l'espèce de token lesbienne au secondaire. Mais j'avais pas vraiment façonné mon identité. C'est vraiment juste parce que j'avais un look peut-être plus marginalisé. Okay. J'avais les cheveux rasés encore au secondaire, secondaire 5. Fait que sans que t'aies été avec une femme, nécessairement, on prenait pour acquis que t'étais lesbienne. Exact. À ce moment-là. OK. Comment t'as porté ce préjugé-là, finalement, ou cette pensée-là? Très bien, honnêtement. OK. Fait que ça t'a jamais dérangé les étiquettes que les gens t'ont mis, nécessairement? Non. OK. Pas vraiment. Je pense qu'éventuellement, comme, tu sais, peut-être secondaire 3-4, ça m'aurait plus dérangé. Je pense qu'en secondaire 5, j'étais vraiment plus à l'aise avec comme l'espèce de fluidité aussi dans mon look, puis tout ça. Puis je savais que je m'en foutais, en fait, là, qu'on me prenne pour une lesbienne. Là, ça me dérangeait vraiment pas. Même, tu sais, je pense que je savais déjà que j'explorais un peu ma relation à la sexualité plus au niveau, mettons, pornographique. Là. J'avais comme des attirances qui étaient pas nécessairement juste hétéros. Mm-hmm. Puis je le savais déjà, fait que je pense que ça me challengeait pas nécessairement sur ma propre identité parce que j'étais quand même déjà assez peu confortable, mais j'étais pas nécessairement mal à l'aise. OK. Puis on s'entend que c'est comme dans les années 2000, j'étais comme en 2010 peut-être, là. Puis c'était quand même homophobe encore à l'époque, c'est l'est encore, je pense, dans les écoles, mais il y avait un truc un peu fétichisant avec les lesbiennes. Oui, oui. C'était comme sexy, là, qu'il y ait une lesbienne, parce que les gars fantasmaient un peu sur genre, mais si t'es là au party, peut-être tu vas frencher mon ami, puis on va trouver ça excitant. Okay. Puis moi, je jouais pas sur ces codes-là, mais... Mais ça t'est arrivé d'avoir des propos comme ça? Ou... OK. Ouais.
Puis, je pense que dans la vie, je suis quand même quelqu'un d'assumé, là, fait que ça me faisait pas vraiment, ça me dérangeait pas vraiment, là. J'étais comme... Ça t'atteignait pas? Non. Puis je le faisais pas non plus, là. Je frenchais pas les gens pour le male gaze, là. Ouais. Mais c'est ça. Puis après ça, éventuellement, on cégep, je pense que là, je suis devenue vraiment plus affirmée dans mon genre. Je pense que, tu sais, en fait, une des façons, j'ai l'impression, de s'affirmer dans son genre, c'est par le look, des fois. Moi, ça a beaucoup passé par ça, à travers, tu sais, de la jeune enfance, de l'adolescence, jusqu'à être jeune adulte. Puis là, je me suis vraiment approprié les codes de la culture queer. Puis éventuellement, ben aussi, en s'appropriant ces codes-là, tu finis par rencontrer des gens qui ont un peu les mêmes codes que toi. Puis éventuellement, ben, tu développes des liens qui sont des liens affinitaires, puis des liens des liens d'identité, là. Fait que c'est comme ça que j'ai aussi rencontré des gens vraiment plus queer. Puis à partir de là, j'ai vraiment plus été dans ce milieu-là. Tu sais, moi, j'ai beaucoup d'amis dans le milieu queer. Et j'en fais partie depuis au moins 10 ans à cause, je pense, de ces codes vestimentaires et de style là, qui nous ont appelés les uns vers les autres. Mais ça, je trouve ça intéressant que tu parles de codes, parce que j'ai l'impression que d'un endroit à l'autre ou d'une région à l'autre, les codes queer changent. Parce que toi, tu viens pas du Saguenay. Non, tu demeures au Saguenay, mais tu viens de Montréal. Est-ce que tu dirais que depuis que tu es au Saguenay versus Montréal, est-ce que tu as l'impression que les codes sont différents? C'est clair. Ouais. Ben, je pense que l'affirmation dans le style est vraiment différent à Montréal. Je pense qu'il y a vraiment plus d'espace pour ça. Puis, je sais pas, je pense aussi que, tu sais, c'est des codes de la ville, là. La mode, puis la façon de s'habiller, c'est pas la même chose en région. Puis, peut-être qu'il y a aussi un sentiment de sécurité dans la ville. Que, je sais, tu sais, pour être franche, je pense pas que je suis une personne qui vit énormément de violence queerphobe parce que j'ai un passing très straight, cis. Mais j'ai l'impression que quand je suis en ville, je suis vraiment plus affirmée dans ce genre-là, dans ces codes vestimentaires-là, parce que je me sens sûrement plus en sécurité. Puis parce qu'il y a aussi plus de gens qui me reconnaissent dans le milieu. Fait que c'est plus facile pour moi d'entrer en contact avec d'autres gens qui ont les mêmes codes que moi en ville. Mais c'est comme une manière de se repérer, finalement, de se reconnaître. Fait que t'aurais-tu comme des trucs? T'as-tu des trucs? Ben écoute, le molette. OK, le mulet. Le molette, les cheveux colorés, les crocs, mais pas les crocs normaux, là, les crocs à taille, ben pas taille haute. Là, voyons, ouais, ça, je l'ai jamais entendu, celle-là. Compensé, là. OK. Ouais. OK. Le septum, les clés. Le septum. Le mousqueton. Le mousqueton, ça, c'est bien connu. Ouais. Après ça, c'est sûr que bon, les lesbiennes de région, ils ont aussi leur code. Il y en a aussi, j'en ai vu des mousquetons de ceinture, des Subaru en région. Bague de pouce. C'est ça. Fait que ça, je peux peut-être plus relate, là, mais non, c'est ça. Je pense que la mode elle a vraiment un impact sur la façon dont on se reconnaît. Puis après ça, en région, c'est peut-être plus complexe de trouver un réseau, là. Je pense que ça va passer par des organismes ou des événements. OK. Comme ça. En pré-entrevue, là, finalement, toi et moi, on avait parlé de la reconnaissance, finalement, d'être reconnu par la communauté. Est-ce que tu dirais que pour toi, ça a été un défi de te faire reconnaître comme personne queer? Ouais. Ben, oui puis non. Okay. Parce que je pense que, comme j'ai dit, il y a 10 ans, j'empruntais vraiment beaucoup plus les codes vestimentaires puis esthétiques de la culture queer parce que j'étais vraiment plus aussi dans une exploration de mon genre puis j'essayais de trouver à quoi je m'identifiais, en fait. Fait que je pense qu'à partir de ce moment-là, j'ai vraiment je suis rentrée dans un réseau puis dans une communauté puis qui m'a comme acceptée puis qu'on a bâti aussi entre nous parce que, tu sais, on a bâti c'est toujours en construction une communauté.
Puis, fait que je pense que j'ai été acceptée à ce moment-là parce que ça a été comme organique et naturel. Après ça, je pense que ça a été plus compliqué du moment où j'ai commencé à moins emprunter ces codes-là. C'est ça, l'affaire. Que là, j'étais comme plus dans un passing très femme parce que j'ai les cheveux plus longs maintenant qu'avant. Tu sais, avant, je m'habillais vraiment plus comme slack, puis j'avais les cheveux rasés, puis c'était comme obvious un peu. Ouais, je comprends. Puis maintenant, je pense que la façon dont je suis intégrée, mettons, dans les milieux queer, c'est parce que les gens me connaissent déjà. Mais... Y a-t-il comme une pression de performer quelque chose, tu penses? Ouais. Oui, dans la communauté. Ben, en tout cas, il y a des normes, là. Oui, c'est ça. Puis est-ce que c'est bon ou pas nécessairement, selon toi? Je pense pas nécessairement. Okay. Je pense que c'est important pour se retrouver puis se comprendre qu'il y a une culture commune. Je pense que ça permet aux gens de se protéger puis d'avoir des codes vraiment particuliers. Je pense que dans toutes les cultures underground, de toute façon, il y a des codes. Puis il y a des normes dans ces cultures-là qui permettent de reconnaître qui en fait partie puis qui en fait moins partie. Après ça, je pense que ça crée clairement de l'exclusion. Oui. Puis c'est des motifs très identitaires. Puis des fois, ça va au-delà de l'identité. Des fois, c'est politique. Des fois, c'est juste très intime, personnel. Fait que je pense que ça a ses bons côtés. Puis c'est mauvais. Puis je pense que, ouais, ça peut exclure sur plein de motifs. Ça peut être très âgiste d'avoir des codes vestimentaires. C'est aussi classiste. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir accès à la mode. Puis c'est ça. Fait que oui, définitivement, c'est pas nécessairement inclusif. OK. Puis là, on est beaucoup d'en parler de l'identité de genre, mais au niveau, mettons, de l'orientation sexuelle, de l'orientation amoureuse et tout, tu sais, on a parlé du fait que toi, tu t'identifiais comme personne bisexuelle. Est-ce que par rapport à ça, il t'arrive justement de ne pas être reconnue par rapport à tout ça? Ben définitivement, oui. Okay. Mais moi, ça a été un enjeu depuis longtemps. Je pense que, moi, j'ai aussi daté vraiment beaucoup et je date encore des hommes. Pas toujours straight, mais souvent hétéro. Puis ça, ben, bien évidemment, ça me protège d'un système de violence, là, genre, parce que je vis pas nécessairement d'homophobie. Mais ça participe à mon exclusion ou à l'exclusion des bisexuels dans la communauté. Puis, tu sais, il y a une grande partie des personnes issus de la communauté LGBTQ+, qui sont bi, mais on va souvent les catégoriser autrement, dépendamment de avec qui ils ont des relations intimes. Puis, ouais, je pense que la bisexualité, c'est compliqué dans tous les sens, là. C'est compliqué dans la communauté, c'est compliqué hors communauté. C'est compliqué de s'affirmer aussi, de comprendre bien c'est quoi ton désir, tes envies, puis de sentir qu'on n'est pas imposteur. Ouais, parce qu'on se sent imposteur dans... Moi, je me sens imposteur, je me sens pas straight, je me sens pas hétéro, fait que je me sens imposteur si je me qualifie comme ça, mais je me sens pas nécessairement non plus homosexuelle. Fait que je me sens toujours un peu prise entre deux. Ben oui. Puis ça devrait être comme... Ouais, justifier ta place dans l'une ou l'autre des catégories, finalement. Puis si toi, tu t'identifies un peu plus à la communauté queer, ben ça devient aussi comme difficile. J'imagine qu'on remette en question cette identité-là pour toi, tu sais. Ouais. Quand toi, tu t'identifies toi-même à ça, tu sais.
Ouais, puis c'est aussi complexe parce que des fois, je sors de relations avec des hommes, puis je suis vraiment profondément déçue, là, ce qui est quand même assez typique, là. Mais, puis là, dès que je sors d'une relation avec un homme, tu sais, tout le monde est comme, bon, enfin, tu vas être gay. Puis là, je suis comme, mon Dieu. Okay. ouais, Okay. maybe, fait que ça me met full pression. Puis Comme... après ça, j'ai l'impression des fois que, ben, ça m'est arrivé que j'avais l'impression de performer aussi cette sexualité-là pour plaire à certaines personnes dans la communauté. C'est déchirant. Ouais. Ça fait mal, mais en même temps, puis c'est, tu sais, moi, je suis pas prise au sérieux dans mes relations intimes par rapport à cette identité-là, dans mes relations amicales, dans ma communauté, dans mes relations familiales. Fait que c'est complexe à naviguer. Mais je pense aussi que c'est lié, mettons, aux relations intimes qu'ont les personnes assignées femmes à la naissance. On est quand même plus... on nous pousse, mais on a plus cette tendance à avoir de l'intimité entre nous. Entre femmes. Puis parce que je pense qu'on a comme ce rapport à l'amitié qui est profonde ou qui est comme... On a cette facilité-là aussi à se toucher ou à être en contact physiquement. Puis il y a aussi, bien évidemment, la sexualisation des femmes. Oui, absolument. Fait que... Puis la sexualisation, surtout, des relations homosexuelles entre femmes. Puis je pense que c'est comme plus... pas normal, mais je pense que c'est quelque chose qu'on voit plus souvent des femmes, mettons, hétéros, qui ont du sexe entre elles, puis que là, ils retournent à leur identité ou leur orientation sans comme être vraiment impactés, ce que je crois pas nécessairement, là, parce que je pense que si tu as du désir, après ça, tu rentres dans un spectre de sexualité. Là. Mais, tu sais, si, mettons, moi, j'avais du sexe avec plusieurs femmes, mais que éventuellement j'étais en couple avec un homme, on dirait sûrement que je suis on aurait vraiment plus tendance à penser que je suis hétérosexuelle, mais que j'ai genre des petits slips, genre, à travers mon parcours, parce que c'est comme bicurieux. Ouais, c'est ça. Ouais. Tandis que je pense que la masculinité est comme tellement fragile que dès qu'il y a une personne assignée homme à la naissance, ou majoritairement plutôt des hommes straight, qui ont quelques relations avec un homme, vont automatiquement rentrer dans le spectre de la bisexualité. Ouais, c'est vrai. Puis parce que c'est plus challengeant, ça challenge la masculinité d'aller vers un autre homme. Je comprends. Tandis que c'est pas quelque chose qu'on... Puis tu sais, je veux dire, ces hommes-là sont sûrement très bisexuels, mais c'est les femmes ou les personnes assignées femmes qui ont des relations avec d'autres femmes, ben le sont aussi, mais je pense que c'est juste... C'est ça. Puis c'est aussi très... C'est beaucoup plus normalisé. Oui, puis c'est plus fragile, j'ai l'impression. C'est comme, aussitôt que tu reviens avec un gars, on va invalider. Tandis que l'homme, ça va comment? On va valider. Mais parce que ça joue sur sa masculinité. C'est ça, exactement. Puis c'est vrai qu'on voit une différence quand même marquée, je pense, là, dans la société par rapport à ça. Bon, maintenant, Bleu, on a parlé beaucoup de comme ton parcours, puis je trouve ça vraiment intéressant, mais en même temps, tu es quand même une personne qui fait beaucoup de choses, qui est impliquée à plein de niveaux, puis tu as fait un documentaire qui s'appelle The Body Transmutationem. Peux-tu nous en parler un peu plus? C'est mon documentaire de fin d'études, puis qui a eu une super réception en festival, puis qui a eu un beau parcours. À la base, je voulais le faire. En fait, j'étais avec des amis, 2 de mes amis, puis c'est 2 personnes qui s'injectent à la testo, qui sont des personnes transmasculines, puis et queer, non-binaires. Puis j'ai assisté à leur injection parce qu'on était dans un chalet entre amis, puis tout ça. Puis j'ai trouvé trop cute parce qu'ils se préparaient ensemble, puis ils voulaient comme faire leur injection en même temps. Puis c'était vraiment un full beau moment auquel on a assisté, moi puis un de mes amis. Puis ils nous ont comme invités aussi à comme regarder. Puis c'était comme un moment très intime dans nos relations. Puis j'étais comme, je vais faire
j'étais à l'école à ce moment-là, puis j'étais comme, je vais faire un documentaire d'observation sur l'injection. Mais comme l'injection, ça dure 5 minutes, puis il fallait que je fasse un film de 15 minutes. Fait que là, j'étais comme, bon, qu'est-ce que ça peut être quoi mon angle? J'ai fait mes entrevues avec eux, puis après avoir fait mes entrevues, j'ai réalisé qu'il y a plein de choses qui se disaient qui étaient super pertinentes, puis à la base, c'était pas censé être un documentaire de parole. Finalement, c'est comme 15 minutes de parole. Mm-hmm. Fait que tout ce qu'il y avait à dire, c'était pertinent dans un contexte où il y a énormément de violence transphobe. Puis je pense que ça permettait de libérer leurs paroles, mais aussi de comme permettre à certaines... Je pense de permettre une compréhension intime, mais aussi politique de la queerness. Puis finalement, tu sais, on a parlé un peu de testo, puis ça fait un peu partie de mon film, mais je pense que le but puis la finalité de ce projet-là, c'est un film qui est comme beaucoup plus axé sur la compréhension, puis la bienveillance, puis tu sais, puis j'ose croire que mon film permet de comprendre que j'aime profondément ces gens-là, puis que pour moi, c'est comme une façon de libérer leurs paroles pour les protéger, au final. OK. Fait que ça se veut bienveillant pour tes amis, finalement, qui sont dans le film. Est-ce que tu avais un objectif aussi pour la population? J'ai définitivement un agenda queer, ça, c'est sûr. Genre, moi, je suis comme... Quand ils parlent d'agenda queer, là, je suis genre, c'est ça, mon agenda, en tout cas. Comme, pour moi, c'est fucking important qu'il y ait des choses artistiques, puis il y a des outils de compréhension. Aussi, que certaines personnes qui ne se reconnaissent pas aient plus de facilité à entrer en contact, à être doux, à être bienveillant, à prendre le temps de comprendre. Puis je pense que vu que ça a été présenté dans plein de festivals avec des personnes qui sont pas des personnes queer, ben c'est ça. J'aimerais ça que ça ait un petit impact politique. Là. C'est définitivement politique. Je pense que c'est comme mon grain de sel dans une mer infinie. Là, oui. Mais... Puis en plus de ce court-métrage-là, finalement, t'es quand même impliqué là, à plein de niveaux. Là. T'es en région. Au niveau de Regard, je pense que t'es quand même beaucoup impliqué. Qu'est-ce que... Ben, je travaille à Regard. Là. Je suis la directrice de production de Regard. Ah, quand même? Fait que oui. Ben là, après ça, moi, je viens d'arriver aussi dans la région, ça fait 1 an. Puis, fait que j'essaie tranquillement de comme m'impliquer. J'ai été au Bas-Saint-Laurent avant, puis là, j'en fais plus partie, mais pendant la pandémie, on a parti à un magazine queer. Et, ça fait plusieurs années que je suis impliquée, mettons. C'est quoi le magazine queer? Ça s'appelle L'Aranéide. Mais là, j'en fais plus partie depuis comme... T'as beaucoup d'implications dans ton agenda queer. Définitivement. On essaie de pousser. Là. Mais c'est vraiment le fun parce que, tu sais, pour toi, il y a vraiment un lien, finalement, ton parcours, ton identité et ce que tu fais dans la vie comme travail, comme mission de vie. Finalement, c'est tout lié, c'est tout interrelié. Et tu es connue aussi sur le nom de DJ Monique. Oui. D'ailleurs, on a passé Sainte-Monique en venant ici, puis j'étais comme excitée. Oui, t'as passé par Sainte-Monique. D'où te vient ce nom-là, DJ Monique? Ça vient y a-tu comme une inside? Y a-tu quelque chose? Ça vient d'une inside du fait que j'ai des problèmes de santé mentale. Fait que on disait que j'étais Manique Monique. Manique Monique. Ouais. OK. Puis là, éventuellement, j'étais comme, wow, c'est tellement un bon nom de DJ. Mais là, finalement, j'ai réalisé qu'il y a une grosse DJ de musique électronique qui s'appelle Monique aussi, mais j'étais comme, bon, tant pis, ça va être... OK, voilà. OK. Puis, est-ce que tu dirais que ton travail, que ce soit ton documentaire, ton travail artistique, le fait que tu sois DJ, tout ça, est-ce que tu dirais que c'est aussi une forme de guérison personnelle pour toi ou d'activisme? Ou... Plus d'activisme que de guérison. OK. Parce que j'ai un rapport comme conflictuel avec la guérison. Ah ouais? Ouais. Je pense pas que ce soit comme un chemin tracé où je suis comme, ah, ben là, maintenant, je suis guérie. Mon but, c'est pas d'être guérie, c'est comme d'apprendre à vivre avec plein de choses. Puis c'est
je vois pas la guérison de cette façon-là, personnellement. Puis, tu sais, je pense que chacun a ses parcours, puis tout ça. Puis j'ai du respect pour comme toutes les visions par rapport à la guérison. Mais clairement, plus de l'activisme. Là. Moi, je me considère comme une personne qui est politique. OK. Après ça, être DJ, je pense que ça peut entrer là-dedans aussi. Parce que je pense que les raves, moi, je viens du milieu des raves aussi depuis que je suis ado. Puis les raves, pour moi, c'est des milieux underground vraiment importants pour les communautés queer. Mm-hmm. Fait que c'est une façon de participer. Mm-hmm. OK. Puis depuis que tu es au Saguenay, comment tu perçois la scène culturelle saguenayenne et l'inclusivité dans ça? C'est quoi la place? J'avoue que j'ai encore à découvrir, je pense. OK. Tu sais, j'ai habité dans une région où il y a vraiment beaucoup de queer pour une région, qui est les Basques, en fait. Le Trois-Pistoles, c'est comme le bassin OK. de queer du Québec. Au Saguenay, je pense que c'est plus compliqué. J'ai plus de difficultés à reconnaître les gens. Saisir, Mais je pense aussi, mettons, une des façons qu'on entre en tout cas, moi, comme j'ai dit, c'est oui le look, là, mais c'est pas juste ça. Mais tu sais, une des façons dont je suis rentrée dans les milieux queer, c'est aussi, comme j'ai dit, par la fête. Ici, la scène de musique électronique est vraiment, vraiment straight, là. J'espère que éventuellement, moi en tout cas, je sais pas si ce podcast peut amener des gens à ce qu'il y ait d'autres personnes queer qui mixent puis qui fassent des parties queer, mais comme it's time, là. Moi, j'ai envie de faire le party avec du monde queer aussi, là. Je comprends. Fait que, tu sais, au Saguenay, pour l'instant, je pense que, ben là, c'est sûr, on s'est rencontrés, puis mais j'ai pas encore, comme, rencontré, mettons, une communauté vraiment très ancrée. Ancrée, ouais. Puis, c'est ça. Puis c'est peut-être aussi parce que j'ai pas eu le temps, ou je suis pas allée à la recherche, ou tu sais, j'ai pas comme, je pense que c'est aussi vraiment de mon côté, là. Mais c'est sûr que le fait que il y ait pas, mettons, de party queer à chaque mois, mais c'est plus difficile de se reconnaître, tandis que au Basque, par exemple, il y en a tout le temps, là. Fait que c'est comme, c'est aussi une façon pour les gens de connecter. Ouais. Puis en fait, c'est ça. C'est un appel à faire la fête. DJ Monique est là. OK. Puis, en ce moment, sur quoi tu travailles? Est-ce que tu as des projets futurs? Est-ce qu'il y a des trucs qui t'inspirent en ce moment que tu as le goût de développer pour le futur? Ouais. Oui. Ben, là, je vais sortir de ma zone de confort. Là, fait que je vais brag. Mais j'ai été récipiendaire de 2 bourses pour un prochain film. Wow! Avec le bureau de cinéma puis la bande son image. Puis je m'en vais à Montréal pour les Doc Labs aux Rencontres internationales du documentaire de Montréal. Wow! Fait que, bravo! Ouais, pour mon prochain projet, qui est sur la dissidence, mais à travers le satanisme. Fait que c'est ça. J'invite aussi à toutes les personnes qui veulent faire partie d'une congrégation sataniste de m'écrire. Wow! Ça me Oh fait my God! plaisir qu'on en discute. Je m'attendais pas à ça. C'est ça. Dans le fond, moi, j'ai pas ma propre congrégation sataniste au Saguenay. On verra, ça va être quoi. OK, mais là, je pense qu'il va manquer d'informations pour que je comprenne réellement. On en reparlera. Oui, on en reparlera. Puis, on pourra mettre les liens et tout dans nos publications et tout pour les gens que ça intéresse. Donc là, tu m'as parlé un peu brièvement de ton parcours, de ton passé, tu sais, des défis que tu as rencontrés aussi dans ta vie, mais en même temps, tu sembles être quelqu'un qui est vraiment, tu sais, qui a un caractère, qui a une force, puis qui va aller, qui va comme camper ta posture finalement, puis qui va oser. Puis tu as quand même beaucoup de projets, tu es impliqué. C'est quoi ton truc finalement, en fait, pour, malgré finalement tous les enjeux que tu as eus, mais d'être quand même, d'avoir cette force-là finalement? C'est quoi ton truc?
Mon truc. Qu'est-ce qui t'a permis de foncer dans le tas, finalement? Le thé oolong. C'est Non, ça. c'est pas vrai. C'est ça, c'est... Je bois beaucoup de thé. En plus, pas du tout. Non? Non. C'est que c'est pas vrai. Fausse information. Mais c'est quoi? Je pense pas que la colère, c'est comme un sentiment qu'on doit nurture nécessairement, mais je pense que dans des contextes politiques, c'est important. Ouais, je suis fâchée. Puis je pense que ça me drive. Genre, je suis fâchée, puis en fait, c'est un mélange d'être... Hey, je sais pas, je pense que je suis une personne affirmée, là. J'ai toujours été comme ça, là, depuis que je suis enfant, là. OK. J'ai toujours été vraiment, vraiment affirmée, puis je pense que j'ai toujours été comme très perturbée par l'injustice. Autant quétaine ça peut sonner, là, mais ça m'a comme vraiment toujours habité de manière très sensible, puis je pense même, tu sais, ça fait partie de comme mes enjeux personnels à dealer parce que je suis très affectée par tout ce qui se passe politiquement. Ben oui. I guess c'est comme une genre d'hypersensibilité qui s'est comme transformée en rage puis en volonté de changement. Puis je pense profondément que en fait, qu'est-ce qui fait que j'ai comme j'ose faire des choses, c'est que je suis vraiment en colère. Puis je pense que la colère, ça peut vraiment être super pertinent pour comme des changements sociétaux. OK. Puis ouais, je pense pas que ça m'a habité de manière comme tu sais, je pense que oui, ça c'est en tabarnak vraiment profondément, puis d'aimer aussi à la fois de manière très intense. Fait que j'aime les gens, j'aime les choses qui m'entourent de manière tellement, tellement profonde que ça me met en crise. L'injustice est là. C'est ça. L'amour des gens mélangé avec comme je suis fâchée que les gens subissent tout ça. C'est ça. Fait que je pense que c'est comme un mélange d'amour vraiment pur puis de colère vraiment brute. Puis là, ça fait que j'ai juste envie de faire des trucs. Après ça, je dis vraiment pas que je fais plein... Tu sais, il y a beaucoup de moments où je scrolle dans mon lit puis je pleure, là. C'est ça, hein, parce que ça vient avec quand même un côté négatif, là. Je veux dire, pour toi aussi, tu sais, c'est un moteur qui te permet de foncer puis de créer des choses, de mettre en place des projets, mais en même temps, il doit y avoir un épuisement, finalement, je pense pas. Non? Dans le sens que moi, ça me drive. Tu sais, c'est sûr que j'ai des moments d'épuisement comme n'importe qui, là. Mais tu sais, non, j'ai pas envie d'arrêter juste parce que, tu sais, genre, oui, c'est important de prendre soin de soi, mais c'est aussi important de prendre soin des autres. Pour moi, la rage puis la colère, c'est une façon de care. Parce que je care pour le monde, puis... Je trouve ça intéressant parce qu'on penserait que ça ne fit pas ensemble, colère et amour. Mais non, moi, je trouve qu'au contraire, genre, ce qui me drive, c'est que j'aime tellement, tellement que ça me fait de la... Ça me déprime aussi, mais je pense que je pourrais pas être drivée par la tristesse. C'est comme très passif comme émotion. Donc, ton conseil, soyez en crise. Soyez en crise. Et aimez les gens. Pour vrai. Soyez en crise, puis mais plein d'amour. Mais écoute, Bleu, sur ce, je te remercie vraiment de tes partages. Merci. Merci d'être venu. Puis pour les informations, on va faire suivre les choses pour tes projets futurs. Ce balado est produit en collaboration avec la Télé du Haut-du-Lac.